Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode numéro 152. Nous sommes toujours le 9 janvier 2026, je suis Horacio González et avec moi, j'ai des gens merveilleux tels que Yannick, tu es là? Bonjour à tous. Bonjour. Qui se cache derrière ce chat qui a l'air pas très content? Normal, c'est un chat zookeeper. Ah, c'est Panda. Et derrière le canard en plastique, on a notre invité de jour, François Fouquet. Bonjour François. Bonjour. Non, pas grognon. Vous étiez déjà là pour l'épisode précédent, mais on va quand même faire un tour de table rapide. Cette fois, on commence à l'inverse. François, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Raconte-nous. Alors, je suis le CTO et un des cofondateurs de DataThings, une startup qui fait des digital twins. Donc, on fait des jumeaux numériques pour les infrastructures, mais pas que d'ailleurs. Et puis, on a développé des technologies de base de données, de programmation, de base graph, time series pour résoudre nos problèmes. Et donc, on est ravis de parler de ces sujets-là, de gros volumes de données, de systèmes de raisonnement. On est un petit peu à la croisée des chemins entre l'IA, la simulation scientifique et le big data. Et si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous le recommande. Quand François commence à parler des use cases et comme ça amener à créer de la techno, mais de la vraie techno, je pense que vous serez ravis d'écouter l'épisode précédent. Bon, on continue le tour de table. Panda, qui tu es? Alors moi je travaille chez Clever Cloud sur la partie compute principalement, donc tout ce qui est quelqu'un veut déployer quelque chose chez nous, ça va où? Et entre autres, et puis tous les produits affiliés à ça, donc Kubernetes entre autres. Et Yannick? Je travaille également à Clever Cloud. Je suis développeur R&D et développeur sur notre solution Materia de base de données serverless que l'on utilise pour créer nos nouveaux produits, dont justement le Kubernetes qui est en charge de Panda. Parfait. Je suis gêné par le Kubernetes. C'est ça. Je vais faire beaucoup de... Elle avait tourné les produits. Donc, Panda est piloté par une API serveur. Bon, et qu'est-ce que... On a plein de choses à vous parler aujourd'hui, mais on me reproche souvent, entre guillemets, que le Massi ne peut pas s'empêcher d'avoir une tournure politique. Et effectivement, l'épisode précédent, on n'en a pas parlé, mais cet épisode, il ne pouvait pas manquer. Je crois que la première news, je te laisse l'honneur, Panda, de quoi tu voulais nous parler? Alors, la Commission européenne a annoncé récemment faire un call for evidence sur l'open source. L'idée, c'est de dire quelles solutions existent, que ce soit open source ou autre, mais qui permettent de gagner en autonomie sur les composants clés qu'ils utilisent. Ça fait un peu très légèrement écho à l'actualité, puisqu'il n'a pas fallu longtemps depuis début 2026 pour que un certain nombre de choses se passent dans le monde, surtout si vous avez du pétrole chez vous, et qu'on remette un peu en question votre souveraineté. Donc ça pose une réflexion de fond qui s'est embrayée il y a quelques mois, années, je dirais, de manière assez sérieuse un peu partout en Europe, qui est de dire c'est quoi les éléments critiques pour que nos pays fonctionnent bien et comment on peut faire en sorte que même si on se fâche avec des alliés historiques ou des fournisseurs, on arrive à fonctionner bien. C'est marrant parce que c'est un sujet qui m'intéresse moi depuis très longtemps et il y a peut-être 10 ans, on était un peu pris pour des fous furieux, voire des complotistes en disant... Panda, je te coupe. Il n'y a pas 10 ans, il y a aussi peu que 3 ans, même 2. À chaque fois qu'on parlait, on était traité gentiment des hippies ou des pessimistes. Et puis, on a vu un certain nombre de signaux d'alarme un peu inquiétants. Par exemple, les contributeurs open source iraniens qui se sont fait couper leurs accès dans le bloc de sanctions contre l'Iran. Alors d'accord, il y a un bloc de sanctions, il l'applique, c'est le jeu des États, mais enfin, le mec était quand même en train de contribuer sur un truc qui sert à l'humanité.
Je sais pas si c'est intéressant de le couper. Et plus récemment, je crois que c'est les juges de la CPI qui se sont fait sortir de l'intégralité des produits américains. Ça inclut les produits numériques, c'est-à-dire... Ça inclut tous les produits numériques, y compris les systèmes de paiement, carte bancaire et tout le reste. C'est pas seulement les mails et les drives. C'est-à-dire qu'à un moment, même si c'est désagréable, ne plus avoir Netflix et ne plus avoir Gmail, on pourrait peut-être s'en passer. Être sorti de Swift et Visa, c'est quand même une expérience très désagréable au quotidien. Surtout dans une société où l'argent physique, il devient difficile à s'en servir au quotidien partout facilement. Et l'idée que porte un peu cette démarche, je pense, est intéressante de la Commission européenne. L'idée, c'est pas de dire, je pense qu'il faut que l'intégralité de la technologie et de l'industrie soit gérée par chaque pays. Parce que du coup, on referait 10 fois les mêmes choses, et parce que l'un dans l'autre, le multilatéralisme a l'intérêt de stabiliser les relations entre les États. Si je suis dépendant de toi et que t'es dépendant de moi, on a moins intérêt à se mettre sur la gueule. Donc en fait, c'est pas ça le message. Le message, c'est de dire, en fait, il faut qu'on arrive à ce que nos intérêts soient gérés en partie par des choses qu'on maîtrise pour être en sécurité, et aussi qu'on ait une balance, que ce soit commerciale ou en tout cas de dépendance, qui soit cohérente avec le reste du monde. Et donc ça fait partie des choses qu'on pousse un peu, notamment chez Clever, avec les produits qu'on fournit, avec ce qu'on essaye de faire. Il y a un écosystème qui se consolide en France, en Europe là-dessus. Je pense à OVH, je pense à Scaleway. Il y a plein de... On attaque la couche fondamentale du cloud et de l'infra de ce niveau-là pour être capable de proposer quelque chose. Et je pense que ça résonne un peu avec ce que tu fais, François, aussi, dans une dimension qui est différente. Oui, complètement. Là où ça fait écho, c'est que il y a une question de souveraineté et de maîtrise un peu de certaines briques technologiques. Donc nous, on est plus sur la brique tout en bas, qui va être composée par des systèmes qui après sont déployés sur des clouds idéalement souverains. Et donc, oui, on se retrouve à la fois en compétition avec des grands acteurs, mais à la fois beaucoup plus proches de nos clients et partenaires locaux. Et donc, on essaye on va dire, de rappeler un peu à tout le monde que la notion de risque, elle n'est pas qu'une question de taille ou de stabilité ou d'adoption, mais aussi une question de capacité à bouger, à discuter, finalement à faire vivre les solutions. Et donc là, c'est extrêmement bien si l'Europe, mais pas que, commence à réfléchir un petit peu quels sont les acteurs, qui peut contribuer et comment est-ce qu'on peut redynamiser un écosystème pour éviter de simplement prendre la solution la plus adoptée et basta, parce que c'est la chose la plus simple. Donc oui, nous on a aussi un peu ce discours-là de dire aux gens réfléchissez à ça. Parce que ça va être important, et puis d'autant plus quand on a des systèmes critiques en cible, là la situation se pose instantanément. Mais tu as parlé de la notion de risque parce que ces derniers mois, avec des copains dans d'autres cloud providers et d'autres boîtes européennes, on blague un peu en disant tiens, Trump est devenu notre meilleur commercial parce que maintenant les gens commencent à se rendre compte qu'avoir tout dans des clouds américains, c'est peut-être pas la bonne idée qu'ils pensaient. Et donc, il y a un risque, mais j'ai l'impression que entre ces prises de conscience et agir, commencer à changer certains produits ou voir comment je peux faire de façon différente, cette deuxième étape n'est pas encore enclenchée ou ça va plus doucement que ce qu'on pourrait imaginer. Je ne sais pas si ton expérience est semblable ou pas. Oui, tout à fait. Nous, on a la même chose. On discute beaucoup de ça. On discute beaucoup des technologies avec nos partenaires, nos clients, de savoir qu'est-ce qui, finalement, de compter un peu dans le landscape de ce qui est déployé, qu'est-ce qui est risqué ou pas risqué pour eux. Mais ça bouge doucement. Voilà, ça bouge doucement. On identifie, on en parle. On regarde les briques technologiques. Mais néanmoins, pour l'instant, il y a un peu un statu quo qui est difficile à bouger. On a souvent plus peur du changement que finalement du risque réel. Donc on le voit avec pas mal de choix technologiques.
On essaie de le chiffrer, de l'expliquer, mais ça reste un travail de longue haleine, pour être franc, où tous les jours, on nous demande de nous justifier pourquoi on n'est pas comparable à tel ou tel très grands acteurs, alors que finalement, ce très grand acteur, potentiellement, ne coche pas les cases, soit de souveraineté, soit de sécurité. Donc on est un peu embêté, souvent, parce que les gens en parlent au café, mais finalement, dans les actions réelles, c'est pas encore... Ça fait pas partie de la grille d'évaluation des choix software, pour être franc, chez la plupart de nos clients. Donc c'est super si les commissions européennes commencent à en parler réellement, que ça fasse réellement parler d'une notation pour le choix des technos, parce que évidemment nous on sera content d'essayer de jouer cette carte-là, mais je pense que pour tout le monde, ce serait bien qu'on sache un peu qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas. En fait, moi je pense qu'il y a aussi un élément intéressant qui est que on l'entend régulièrement de la part de détracteurs à nous, qui est en fait la souveraineté, c'est pas un critère qui est pertinent au regard des fonctionnalités. Et il y a un peu un problème de poulet d'œuf, je trouve, dans cet argument-là, parce que la réalité, c'est que, et je pense que ça vient aussi du fait que le monde du numérique et que de l'hébergement, de l'analyse de données, etc., est peu connu du grand public, mais le fond de ce que j'essaye de dire, c'est que comme c'est peu connu, on a du mal à être considéré comme une filière industrielle. J'en veux pour preuve. Je pense que à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, notre cher ami et patron Quentin débarque sur je sais plus quel canal public, puis dit quand est-ce qu'on a un ministre de plein exercice du numérique ? Parce qu'en fait, on n'en a pas, et toutes les autres filières industrielles en ont. Et la réalité, c'est que à la fois la représentation, les budgets alloués, la commande publique et la commande des grands comptes aux États-Unis dans le cloud, c'est quelque chose d'acté depuis très longtemps. Et ça explique le déploiement qu'ils ont eu et leur capacité à créer de la fonctionnalité à outrance, y compris pour introduire du vendor locking. Mais le point est, si on veut, c'est nécessaire, utile, et ça nous sert qu'il y ait cette prise de conscience, on n'arrivera pas au niveau de fonctionnalité d'AWS demain. Donc la réalité, c'est que sur cette prise de conscience, il faut qu'on acte le fait qu'il faut y aller, il faut utiliser ces solutions-là. Comme on dit en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Du coup, on est motivé pour trouver des solutions, pas forcément avoir systématiquement la même approche, mais faire des choses adaptées et avoir cette flexibilité qui permet de répondre aux besoins des gens. Mais il faut construire la filière, quoi. Il faut la consolider, il faut la développer. Aujourd'hui, on reste petit en termes de notre capacité à produire. Et ça vient des choix qui ont été faits ces 10 dernières années. Et là où je te rejoins complètement, c'est sur le point, on n'a pas forcément tout le spectre de fonctionnalités, mais la question sous-jacente, c'est est-ce que vraiment c'est ça dont on avait besoin ? Parce qu'on a un peu une sorte de monotypie, en particulier dans le monde du logiciel, sur lequel là, je peux donner un peu mon avis sur ce que j'ai vu dans le panorama des technos. On a souvent tendance à dire dis-moi la bonne solution pour ci ou pour ça, ou la meilleure DB. Et en fait, la bonne réponse, en toute honnêteté, serait il n'y a pas la meilleure. Il y a plein de choses qui vont devoir être choisies et testées suivant les bons use cases. Et donc, je trouve que la capacité à adapter quelque chose de bien précis pour n'avoir que ce dont on a besoin serait bien plus important que d'avoir tout un tas de choses dont on n'a pas besoin. Et donc, si on repart sur les grands acteurs, ils nous forcent quelque part à rentrer dans un moule qui par moment me semble pas toujours adapté à certains de nos, en tout cas nous, de notre point de vue, à certains de nos déploiements, nos besoins. Et donc voilà, on aimerait bien à la fois standardiser pour que les gens puissent pas tout refaire à chaque fois. Ça, c'est la première des choses. Et on l'a dit, plus on sera ensemble à ramer dans la même direction, mieux ce sera. Mais par ailleurs, à se garder quand même la possibilité de se dire, peut-être suivant nos usages, nos acteurs locaux, etc., on fait les choses bien. Je pense que j'ai une bonne illustration de ce que tu dis sur la partie des fonctionnalités. Il y a quand même un standard de facto qui a été amené par Google sur c'est quoi le niveau de qualité d'un SaaS et de coordination qu'il faut, et ça a vachement impacté la structuration des logiciels, notamment sur la partie coordination, etc. Dans l'idée, il y a une époque où, notamment à la sortie de Google Docs, Google a state que le standard de qualité par défaut, c'est un SaaS géorépliqué qui ne tombe jamais, qui est synchronisé en permanence, et
pour être très franc, ils ont un peu été comme des bourrins. C'est-à-dire que pour achieve ce niveau de coordination, etc., les mecs ont quand même mis des horloges atomiques toutes les 3 baies, parce que du coup, t'as moins de problèmes pour faire passer tes transactions parce que t'es forcément à l'heure, tu vois. La réalité, c'est que tout le monde n'a pas besoin de ce niveau de coordination, de géoréplication, etc. Oui, on a besoin de backup, oui, on a besoin de choses, mais le fond du problème, c'est que pour faire un SAS de documents, t'as juste besoin de CRDT et d'un peu de réplication. T'as pas besoin d'un système qui est full online, tout le temps synchronisé bidirectionnel et conflict free. Enfin, qu'on soit... Désolé, mon bloc statique, il faut qu'il soit géorépliqué. C'est ça. Ça crée que soit déployé sur Kubernetes. Bien sûr. Kubernetes, c'est une des illustrations de la justification de Kubernetes passe par ce standard-là. Oui. Qui est, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et sauf que la réalité, je sais pas s'il y en a déjà certains d'entre vous qui ont essayé d'utiliser, par exemple, la fonctionnalité de fédération de cubes. C'est un enfer. En gros, c'est de l'élection master worker très simple. Le cluster fonctionne en master, enfin en master worker avec les nœuds, machin, etc. Et les clusters entre eux s'élisent et puis il y a un chef. Donc en fait, c'est de l'actif passif. On a globalement rien inventé. Probablement Google fait mieux avec ses technologies internes, mais en tout cas l'application open source est pas transcendante et ça résout pas vraiment les problèmes. Ouais. Donc je suis d'accord, je te rejoins sur ce côté de, on n'est pas obligé de faire pareil. En fait, on peut faire mieux et différemment. Oui, et puis par moment, comme tu disais, il y a eu des couches qui ont été faites pour de très bonnes raisons, avec ces couches logicielles qui ont été faites. Par moment, elles sont réutilisées, réassemblées, avec tout le legacy de ces choix-là qui remontent. Et de temps en temps, on tombe sur des architectures Frankenstein, où, bon, voilà, pour citer personne, mais on tombe sur ce genre d'archi où on se dit, vous avez accumulé tous ces choix-là, pour de temps en temps remonter quelques données par seconde, et on n'est pas très loin du Hello World pour le coût de calcul. Et finalement, ça a coûté très très cher pour quelque chose qui aurait pu, par rapport aux besoins métiers, être beaucoup beaucoup plus simple. Donc il y a une espèce de dette technique des choix qui sont devenus stricto standard, où tout le monde se dit il me faut d'abord ça pour être sûr de tout faire, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que pour faire ça, il y a un coût d'entrée, un coût de maintenance qui est quand même élevé. Et ça, c'est un peu dommage, parce que c'est ça qui, après, nous bloque dans certains choix. Par moment, on nous dit, finalement, j'ai besoin de ça. Du coup, je suis bloqué chez tel provider, parce que c'est les seuls à offrir ça. Faut pas citer le nom toujours. Et on dit, un projet. Ça, c'est un projet. Mais... on leur dit, mais c'est dommage, parce qu'en fait, vous n'aviez pas vraiment besoin de ça. Donc, en fait, vous n'étiez pas vraiment bloqué. Et juste... tant que vous ne remettez pas ça en cause, vous êtes effectivement bloqué. Donc ça fait partie du processus, finalement, d'expliquer aux gens ce qu'ils utilisent vraiment. Ce que vraiment ils avaient besoin de ce blog répliqué avec 99,999, ou est-ce que vraiment ils ont répliqué sur toutes les régions du monde quand 99% de tes clients sont en Europe et tout. Oui. C'est ça. Il faut qu'il soit répliqué, il faut qu'il soit accessible avec une préférence locale, et en plus il faut de l'écriture concurrente sur le bloc. Et pas ça, souvent c'est le bingo, tu vois, pour cette app. Donc oui, c'est une vraie question. Et puis ça va tout en bas, ça va du cloud provider jusqu'au choix du réseau, jusqu'à la DB. Et nous, on est dans ce dernier cas où on se fait souvent évaluer. Mais ça va plus loin, ça va même jusqu'à la façon comme les développeurs développent, et que ça soit front, back, parce qu'on peut dire, mais les front, les outillages sont devenus de plus en plus complexes au point que, parce que j'ai donné des cours et l'année dernière, j'ai recommencé à donner des cours de programmation web. HTML, CSS, JavaScript à mon époque, mais aujourd'hui, tu commences à expliquer aux étudiants l'outillage dont ils ont besoin pour faire un petit Hello World en application web et tout ce qu'ils ont besoin de comprendre. Et là, tu dis, non, mais si on m'avait expliqué ça à l'époque, il n'y aurait pas démarré, quoi. T'aurais fait du Perl. En fait, il y a longtemps, dans une galaxie très lointaine, il y avait un format structuré qui s'appelait HTML. Et puis bon, depuis on a fait des choses. Donc on a commencé par essayer de faire du templating, et puis finalement on s'est dit qu'on allait représenter l'arbre de ce truc-là de manière virtuelle pour en faire l'enfer. Hein. Non, mais plus voilà, et tu commences à jouer avec des bundles, des systèmes de construction, des server-side rendering, et simplement en expliquant les concepts, j'ai perdu une journée, mes étudiants sont, je vais retourner faire des bacs, ça a l'air plus simple.
Première fois que j'entends ça. Non, mais c'est vrai que par moment, et quand on voit certains résultats, on se dit, mais il y a 12 stacks technologiques, il y a des problèmes de VDOM, il y a des problèmes de rendering, etc. Sans parler du problème du bundler qui a explosé en plein vol et fait péter C'est le ça. système. Et on regarde la page, on dit, bah, les gars, il y avait 3 fils et un bouton, donc. Moi, je me rappelle quand Ça pourrait être un Bobby HTML avec un petit peu de CSS tout au plus, et voilà. je me rappelle quand j'ai commencé à faire du front et que j'ai mis le doigt dans l'engrenage de Webpack et qu'il fallait rajouter les plugins un à un et que tu te retrouvais à avoir ton paquet JSON qui faisait 50 lignes où tu avais juste la définition de ce que ça devait faire. Donc là, tu étais content. Et puis après, tu avais le Webpack config à mettre à jour. Le machin, il faisait en ligne. Je faisais, bon, bah, je vais aller faire autre chose de ma vie. Hein. C'est bon. Je suis juste venu faire un Mais site, quoi. Mais mine de rien, ce goût par la complexité, quelque part, est poussé par des exemples comme ceux qu'on a parlé de Google. Moi, on ne peut pas m'accuser de détester Kubernetes. Je kiffe Kubernetes, j'ai fait beaucoup. Par contre, me dire qu'il faut Kubernetes pour déployer une petite appli Java ou ton blog statique, Yannick, bah, non. Et j'ai vu plein d'arguments. Il y a eu quelques posts ces derniers temps de Kubernetes, c'est le standard de base. Donc, c'est pour ça que même pour un petit truc, c'est bien de déployer sur Kubernetes, comme ça, tout est uniforme. Bah, peut-être tu n'as pas besoin d'être uniforme. Et si on arrête d'utiliser notre marteau rouge pour essayer de visser des vis, on se porterait mieux, quoi. On prend un petit tournevis, ça passe en général, quoi. Bah oui, déployez vos blogs sur Clever. On a des super applications statiques. Un des trucs qu'on défend depuis longtemps, c'est en fait, ce qui est marrant, c'est quand tu regardes l'histoire de Clever, c'est une boîte qui s'est construite un peu en parallèle de l'essor de Kubernetes et qui est une approche assez différente. Et beaucoup de gens nous disent oui, mais en fait, c'est plus compliqué de packager pour Clever. Et en fait, c'est faux. C'est juste que les gens ont plus l'habitude. Mais la réalité, c'est que nous, notre API, c'est Git et on build avec les systèmes des langages traditionnels. Donc en fait, à la fin, faut voir Clever comme un gros wrapper de Linux standard. C'est très bien, c'est cool à utiliser, etc. Mais c'est un wrapper de ton truc, à la fin sera packagé correctement, arrivera sur une machine Linux et ce sera très bien. Et des fois, on a des discussions compliquées avec des éditeurs où les mecs nous disent oui, mais je peux pas mettre ma chart. Et tu fais, en fait, Helm est devenu le standard de packaging de tout. Et tu fais, mais t'as vu le nombre de couches que t'as mis entre ton logiciel et ton déploiement? Alors oui, tu utilises l'API Cube qui est standard. Mais à part ça, Helm, je veux dire, on peut quand même en parler 2 secondes de Helm. Helm, c'est un moteur de templating pour générer du YAML, qui est une abstraction standard de facto de comment est-ce qu'on crée de l'infra. Mais je veux dire, il y a quand même un moment où il y a un problème. Ouais, et là où tu as donné le bon mot, c'est le de facto. C'est surtout ce qu'on voit là maintenant, c'est que alors nous, on a un peu évidemment le problème. On propose quelque chose un peu à contre-courant, un peu exotique quelque part comme techno, et donc souvent on a le même problème que vous à se dire bon, ben là j'ai quelque chose de nouveau à apprendre. Donc même s'il y a qu'une ligne de code à apprendre, ça fait déjà trop une ligne. Mais si vous comparez à ce que vous êtes prêt à accepter sur quelque chose pour lequel vous êtes dans la certitude de faire le bien puisque c'est le standard. C'est pas facile quand même. Donc on a cette friction un petit peu de voilà, les gens acceptent de faire quelque chose parce qu'on leur a dit que c'était bien, et il y a un petit peu ce côté washing de dire c'est bien, donc t'inquiète pas, fais comme ça. Et dès qu'après on fait quelque chose, même potentiellement plus simple, alors pas toujours, hein, des fois effectivement c'est compliqué parce que c'est pas aussi mainstream et pas aussi outillé, mais des fois c'est pas vrai, des fois c'est même l'inverse. Mais là, l'acceptabilité, elle est quand même compliquée parce que voilà, on sort un peu des sentiers battus. Et c'est là où je disais que c'est un peu frustrant parce que quand même, quand on a la vision un peu de ce que ça va coûter à long terme, tu parlais de Helm, tu parlais des déploiements, tu te dis oui, tu suis le sentier classique, oui, Google te répond assez vite sur la première réponse, comment faire ça, mais le chemin que tu prends jusqu'au déploiement, tu vas payer pas mal de transpiration, en particulier si un jour tu as un problème. Et où le framework est abandonné, ce qui va bien sûr arriver d'ici quelques temps peut-être. Après, et puis MSharp, c'est du write only. Tu l'écris une fois et tu n'y retouches plus jamais parce que tu sais même pas ce que tu as écrit. Tu vas chercher des trucs qui sont sur un GitHub, qui te font des trucs, machin.
Une fois que ça marche, hein, tu touches plus. Mais il y a un autre facteur, et je commence à être assez vieux pour avoir connu, en mes débuts de l'informatique, je faisais de l'informatique bancaire, et à l'époque on disait, personne n'a jamais été licencié pour avoir choisi IBM. Quelques années plus tard, c'était personne n'a jamais été licencié pour avoir choisi Red Hat. Et maintenant, ça devient, personne n'a jamais été licencié pour avoir choisi AWS ou Kubernetes. Et donc, il y a aussi un facteur de moi, en tant que manager qui fait certains choix, c'est beaucoup plus rassurant de me rabattre vers les cloud providers américains au catalogue à 300 éléments que vers un assemblage de petits providers européens et des éditeurs qui vont faire les mêmes choses moins chères, mais si ça passe pas, s'il y a un problème, c'est mon poste qui est à risquer. Et ce facteur-là, il est extrêmement lourd. C'est honnêtement le plus gros facteur bloquant pour des petits éditeurs comme nous. Et nous, on n'arrête pas de clamer, de leur dire laissez-nous une chance. Ensuite, évaluez-nous sur les performances. Il n'y a aucun problème à ce que vous nous dites. Vous n'êtes pas assez rapide, pas assez facile d'accès, etc. Ou ça me prend trop de temps de former mes développeurs. Soit c'est quelque chose que je pourrais entendre, mais bien souvent, c'est pas ça le discours qu'on a. C'est plutôt non, on va pas faire le choix de tester. C'est potentiellement, pour moi personnellement, trop risqué. Et donc, en général, même ce qui nous arrive et ce qui est assez triste, c'est qu'ils vont faire le choix d'un grand acteur pour lequel on leur dit, en tant qu'architecte, pas en tant que éditeur de logiciel, on vous dit que là, ça va piquer très fort. Ils le font quand même, ça plante. Et après, ils reviennent en disant bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est pas très confortable comme situation. On arrive sur un projet qui s'est mal passé, il faudra se rattraper aux branches. Faisons pas ça. Et on a du mal à shortcut un peu cette phase-là. C'est bien dommage parce que ça fait perdre du temps, de l'argent. Et voilà, on parlait tout à l'heure des réseaux numériques, des jumeaux numériques. Nous, ça nous attriste un peu parce qu'on perd du temps sur des choses qui pourraient directement impacter certains citoyens. C'est bien dommage qu'on perde du temps là-dessus. Donc, essayons de gagner du temps, de construire le awareness de ça et de dire aux gens, au moins essayez, donnez-nous une semaine, peut-être 2, on fait un POC, donnez-nous le POC, on vous montre ça et ensuite on évalue. Et donnez-nous les feedbacks. C'est très curieux parce que ces mêmes phrases-là, Quentin l'utilise dans plein de ses talks, donnez-nous une chance et si ça marche pas, dites-nous que ça marche pas, on les corrigera, mais simplement, ne dites pas d'avance, non, c'est risqué, je vais aller sur la solution connue. Et typiquement, un des arguments qu'on nous oppose souvent, nous, sur... en fait, on est souvent comparé à Kubernetes en tant que plateforme. Cloud passe, et on nous dit, oui, mais en fait, on peut faire la même chose avec Kubernetes, tu mets 2-3 logiciels open source, tu mets du Argo CD, tu mets un GitLab dedans, et à la fin, ça marche. Ça se fait, ça pose d'autres questions. La majorité des ingénieurs qui bossent sur la plateforme chez nous, il y a une raison, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que ça demande beaucoup d'entretien quand même pour avoir un système qui marche bien et le logiciel qu'il faut gérer. Mais pour être clair, j'utilise Kubernetes et j'en opère depuis facilement 6 ans. Donc en fait, ce que je pointe du doigt, c'est pas que c'est pas une bonne solution. Il y a quelques choix qui me paraissent un peu étranges sur la conception et surtout sur l'interface d'utilisation du truc. Faire une API d'infrastructure standard, c'est pas facile. À un moment, pour rendre des trucs génériques, pour masquer cette complexité-là, mais les choix les déploiements, les pods, les services, il faut rentrer dans énormément de contexte et de connaissances dans un outil pour arriver à être capable de l'utiliser, et je trouve que c'est un peu une opportunité ratée d'un certain côté de faire un truc un peu plus utilisable, quoi. Ouais, c'est ce coût caché que les gens, on parlait beaucoup d'open source, aussi de capacité de maîtrise. On le rappelle beaucoup, c'est pas parce qu'on a accès à un logiciel qu'on en a la maîtrise, ça demande de l'investissement, des gens qui vont y passer du temps. Et cette chose-là est pas mal oubliée chez pas mal d'acteurs. Donc nous aussi, on utilise beaucoup de logiciels open source, on en fournit aussi en open source et on sait le coût que ça a pour des deux côtés à maintenir. C'est dommage, c'est pas pris en compte, alors que pour le coup, là, c'est là où on pourrait reconstruire un réseau d'acteurs locaux qui marcherait très bien et qui serait auto-alimenté par ça. Donc, on pourrait imaginer pousser des standards aussi. Hein. Et on pourrait imaginer pousser des standards, et des standards qui viendraient plus d'ailleurs des usages
que de temps en temps, on va dire, des organismes de standardisation. Nous, on a beaucoup par exemple, de standards de données qui nous sont poussés pour alimenter les jumeaux numériques qu'on fait, qui sont la plupart du temps, pour être transparent, pas complètement alignés ou qui ont été complètement contournés. Si je suis complètement honnête avec vous, dans Greycat, on a admis dès le départ qu'on n'aurait aucun importeur standard. Parce que, je vais être honnête, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé que les données arrivent propres et que ce soit importé propre, etc. Alors, c'est pas dire que le standard était mauvais, mais simplement, il n'a pas vécu, en fait. Et donc, les gens en avaient besoin, ils n'ont pas pu discuter. Et donc, finalement, le champ extra, il y avait un gros champ string qui passait, il y avait un gros JSON qui est tombé dedans, et c'est parti comme ça. Et donc, finalement, des cas d'exception, on en a plein. C'est pas forcément dramatique, c'est pas ça qui nous bloque, mais c'est pas facile. Pourtant, quand on discute avec les acteurs, nous, comme on voit les imports de données, on leur dit, vous êtes pas loin d'être presque tous alignés. En fait, souvent, les standards sont pas si loin. Vous discutez, mettez-vous d'accord et vous allez voir, vous êtes pas loin. Ça pourrait très bien marcher ensemble. Non, puis il y a un peu, je pense, le piège qu'on a dans l'IT à se dire que c'est très itératif et que du coup on peut se permettre beaucoup de choses. Des fois, on s'en permet trop, quoi. Enfin, on peut parler 2 secondes des markup language, mais vraiment, c'est ingérable. Genre, un des trucs les plus utilisés aujourd'hui, c'est YAML. Le nom de YAML, c'est Yet Another Markup Language. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient déjà conscients qu'ils partaient faire autre chose. Et quand on voit le nom qui existe depuis, il y a Toml, il y a Cube qui a fait sa sous-variante de YAML en disant oui, mais en fait, c'est quand même chiant à utiliser parce qu'il n'y a pas les bons délimiteurs, donc en fait, on va rajouter des trucs, donc machin. Et tu fais, mais, enfin, dans l'industrie, on arrive à en créer des standards qui sont pertinents, qui fonctionnent. Il y a un standard qui s'appelle XML. Mais personne ne veut en faire. Ouais, et puis il est large aussi XML, c'est un peu le point. Mais typiquement, on arrive à peu près à se dire que la bonne façon de brancher de l'électroportatif, c'est USB-C. Et on arrive à s'y tenir à peu près. Ça reste utilisable. Alors les Chinois, ils ont fait objection, votre honneur, nous allons faire notre propre standard. Il sera compatible USB-C. Mais du coup, le point est, on devrait pouvoir réussir à se dire, bon, on peut peut-être avoir que 3 markup language qui sont à peu près interopérables, parce que dès que tu fais un outil, c'est ingérable. Enfin, je vois ce que tu veux dire en tant qu'éditeur, il y a plein de choses comme ça qui sont infernales. Ah les formats de données, c'est le Far West, quoi. C'est vraiment le Far West. Après, alors, il y a le markup language, comme ce que tu disais, puis après, il y a ce qu'il y a dedans, avec les champs, les problèmes d'unité, même au sein des mêmes fichiers. De temps en temps, on a des formats avec les unités qui changent et on nous dit mais ça a été une migration de système. Voilà, donc l'unité a changé, vous inquiétez pas, c'est à partir de la ligne 10112. Ouais. Voilà. T'as pas de système qui tourne en même temps avec des unités différentes. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage parce que c'est les choses pour lesquelles, quand j'ai eu mes premiers cours de software engineering et que j'ai aussi propagé en tant que professeur de software engineering en disant mais attendez, on ne propage pas une valeur sans unité. Je vais être transparent, côté boîte, j'ai un CSV avec un gros header, une valeur en dur à l'importeur parce que j'ai pas le choix, et puis l'unité elle est pas dedans, et elle change à la ligne 112 000 parce que c'est comme ça. Et donc ça c'est un peu dommage parce qu'on prend des risques pour des softwares, on connaît les problèmes que ça a été, on a tous entendu les histoires de fusée Ariane qui avait pété en plein vol au tout départ sur des problèmes comme ça, et finalement on change de tech, on change de techno, on a mis 12 000 frameworks web, mais le vrai problème de fond, c'est vrai que par moment on se dit on l'adresse pas trop. Alors ce serait un petit moment là pour qu'il y ait quelques formats d'import comme ça qui soient un peu plus stabilisés, parce que bon ça fait perdre du temps, à tout le monde. Donc oui, il y a des choses qui évoluent et d'autres partiellement. On retombe un peu sur nos pattes, en fait, on a besoin de se structurer en tant qu'industrie, quoi. Oui, c'est ça. C'est une certitude et de réfléchir aux acteurs, qui peut y participer. Je pense que voilà, il faut qu'on réfléchisse à ce cercle-là, ce cercle vertueux, et qu'on le mette en place. Et j'espère que les évaluations pour lesquelles la discussion a commencé tout au départ vont prendre ça en compte, parce que ça me semble essentiel. Sinon, pointer du doigt servira à rien. Après, quitte à ne pas me faire des amis, je pointe sur le fait qu'il faut se structurer tel qu'industrie, quand toute une autre partie de notre industrie
se revendique, on n'est pas une industrie, on est des artisans, on est des craftsmen, craft people. Et donc, Ouais. tu te rends compte que même sur ça, on n'a peut-être pas collectivement la volonté d'être une industrie. Il y a beaucoup de fierté justement dans ces... Non, mais moi, j'ai fait mes choix individuels et je vais faire une belle architecture. Combien de fois on a entendu l'idée d'une belle architecture plutôt qu'une architecture efficace ou standardisée ou interopérable et on va... Ouais, mais est-ce que ça, c'est pas de l'implicite? Parce que quand on dit une belle architecture, c'est une architecture qui va être lisible par une personne Pas qui va forcément, venir c'est une après. architecture qui soit le plus performante possible peut-être. Mais moi, il y a cette idée une industrialisation implique aussi une sorte de standardisation. Ça implique... T'as vu le standard des boulons et des prises et des trucs et des machins? Oui, il y a des standardisations, mais il y a des standards pour tout. Donc tu te retrouves aussi à avoir une collection monstrueuse de standards. C'est pour ça qu'on a plein de langages de programmation, plein de manières de programmer des trucs. C'est que chaque langage de programmation, chaque paradigme, il a été fait parce qu'il y avait un besoin derrière. Ouais. Je te rejoins un peu, Horatio, c'est peut-être un kink un peu d'ingénieur, mais moi je trouve que l'industriel c'est beau. Non, mais je veux dire... Moi, je veux des pétroliers dans mon jardin. Non, mais une machine-outil asservie qui sort 200 pièces par heure et qui foire jamais, c'est beau. Il est beauté dans ça, en effet. C'est genre, c'est calé. Et pourquoi ça marche? Parce qu'on a des standards, parce qu'on a d'autres trucs. Et en fait, j'ai envie de dire qu'on serait dans un monde où le domaine de l'IT, c'est exploratoire, c'est quelque chose de nouveau, on est en train de découvrir au début d'Internet. Je dirais que se dire que, tu vois, on est des artisans, on essaie des choses et puis on peut passer 10 ans à sculpter un truc parce que c'est joli, c'est peut-être le bon moment. Là, en ce moment, on a quand même une crise de la productivité. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui se numérisent et en plus, on est poussé par le début de la discussion qui est qu'on a besoin d'autonomie sur un certain nombre de secteurs. Donc, de mon point de vue, c'est effectivement pas le moment de se dire on fait que des trucs beaux, il faut faire des trucs efficaces et il y a de la beauté dans l'efficacité. Après, et donc, si je peux rejoindre ton point et puis et à la fois m'attaquer moi-même, hein, c'est-à-dire que on parlait de côté je veux faire quelque chose de nouveau parce que j'ai l'impression d'avoir un besoin relativement unique, et par ailleurs le côté de ta machine-outil, finalement ce qu'on apprend souvent dans la douleur avec l'expérience, c'est quelque chose qui marche comme ça, comme une machine qui tombe jamais en rade, c'est qu'elle a été éprouvée, elle a déjà passé beaucoup de steps, et donc quelque part elle est stable, elle bouge plus, on n'a pas changé la technologie de construction de cette machine, et donc de facto, effectivement, elle fait son boulot bien. Mais le jour où elle est plus assez rapide et que finalement on doit passer au-delà, il y a un petit moment d'incertitude et qui est pas facile à détecter. À quel moment on dit il faut repasser en mode Craftman un certain temps, retester quelque chose, mais de toute façon il va falloir le rééprouver pour retrouver ce même mode de stabilité, parce que c'est vrai que c'est un petit côté frustrant de se dire on n'a pas de fondation. Et c'est pas facile à détecter. Et je dis surtout pas en plus que nous on a les bonnes réponses, parce qu'on s'est refusé à le faire par moment, on s'est autorisé à le faire par d'autres. Mais il y a un moment où il faut se dire la fameuse machine là elle marche super bien, mais si je la fais marcher trop vite c'est intenable, et tant que je change pas de techno c'est intenable aussi d'essayer de la faire évoluer. Et donc on a une industrie qui est pas facile, parce qu'en gros, tout comme on avait dit tout à l'heure, tout le monde veut tout le temps. C'est que d'un côté, nous développeurs, on veut pouvoir un peu tout péter tout le temps, et avec cette super liberté que finalement n'est pas forcément nécessairement une bonne idée, c'est-à-dire se dire je fais mon schéma d'archi avec toute la liberté et la variabilité qui va avec, et quelque part, à certains moments, il faut dire non mais là, la machine ne doit pas tomber. Donc c'est un jeu d'équilibriste, hein. Ah, mais c'est pas du tout facile, c'est clair. Et il y a tous ces facteurs-là, qu'on est industrie où il y a des nouveautés qui apparaissent toutes les semaines, et on est tous tentés par les hype-driven development. Oui, qui sont on a tous envie de tester les derniers outils, les derniers langages, les derniers frameworks. Et après, il y a un truc qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que les belles machines-outils qui sont capables de sortir 10 000 pièces à l'heure, souvent, c'est des machines qui ont été faites sur mesure pour l'usine où elle est installée. On est d'accord. Il n'y en a pas deux dans le monde. Mais ils ont été faits sur mesure en base à des parties standards. Moi, c'est
Mais en informatique, on est standardisé partout. C'est juste que on a les choses que l'on va construire par rapport à ces standards ne le sont plus parce que justement on se dit ah tiens moi j'aurais envie que le standard fasse un peu plus ou il fasse ça différemment ou il fasse mais en vrai nous les briques de base de l'informatique par exemple c'est un système d'exploitation Linux, une glibc et après on vient construire plein de choses par-dessus. Mais l'informatique est déjà standardisée. En fait, là où je te rejoins complètement, c'est ça qui est un peu difficile, c'est qu'il y a beaucoup de news, beaucoup de phénomènes d'annonces sur des technos, etc. Mais finalement, pour les gens qui étudient les briques de base, celles des bas niveaux, alors que ce soit implémenté, soit même au niveau des algorithmes que vraiment on utilise, on remonte souvent vachement loin dans le temps. Voilà, pour avoir fait des bases de données, on arrive vite sur des Git qui ont quand même des décennies d'historique, et on se dit, ah la vache, il n'y en a pas tant que ça en fait. C'est-à-dire que les vraies briques de base, en dessous du dessous, il n'y en a pas tant que ça. Et finalement, on parle souvent de wrapping, et j'ai un peu l'impression que par moment, on est une industrie qui tombe dans une complexité accidentelle, pas à cause de la brique de base, parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça, et en général, elle prend le temps d'être maturée, mais parce qu'on l'a wrappé, réutilisé, redrafté, et c'est plutôt le TOML ou l'YAML au milieu qui a explosé en plein vol, parce que l'indentation pour sélectionner, je vais peut-être pas me faire que des potes, mais l'indentation pour sélectionner certains fils était peut-être pas toujours la bonne idée pour avoir quelque chose de robuste. Et c'est là où on se dit c'est dommage parce que finalement la lib en dessous qui était codée depuis 10 ans avec je sais pas quelle approche en C++ ou C sur glibc seulement, elle avait pas du tout de problème en fait. Donc petite frustration par moment parce qu'au final on parle souvent de tech mais finalement on n'est pas si souvent que ça en rapport avec un nouvel algo et une nouvelle tech. Mais pour donner un exemple, parce que comme ça, on va enchaîner avec des sujets de sécurité. Vous avez vu, avant Noël, il y a eu une faille de sécurité dans les serveurs components de React. Mm-hmm. Normalement, c'était une pièce dans un framework front. Ça fait tomber énormément de sites parce que derrière, ces serveurs components de React, beaucoup de monde qui utilise React n'utilise jamais, étaient embarqués dans Nuxt. Et Nuxt est devenu les frameworks outillage plus ou moins hype pour faire des applications web. Et c'est le framework de base chez Vercel. Donc, conclusion, plein de sites que la plupart, c'est les blogs statiques dont Yannick parlait avec une petite base de données à côté pour un peu de dynamisme. Ils s'étaient tous tués à cause de cette dépendance-là. Mais tu vois que la plupart de ces sites-là n'avait strictement aucun besoin d'embarquer un Nuxt complet, et même s'il embarquait, les serveurs components de React n'étaient utilisés que comme un sous-produit de framework dans lequel ils étaient. Et donc là, quand je parle de hype-driven development et de niveau de complexité, moi, peut-être c'est que j'ai vieilli, j'ai tendance à me dire, plus tu peux simplifier, plus tu peux revenir à ces composants de base dont tu parlais et réduire les coûts d'abstraction, mieux tu vas t'y porter à la fin. Les coûts d'abstraction sont bien quand ils sont nécessaires. Quand ils sont là pour des raisons de « oh, tout le monde le fait », là, c'est là où ça me pose plus de soucis. Donc, je crois qu'à la base, on est tous les quatre plus ou moins d'accord sur le constat, quoi. En fait, sur la complexité... accidentel que disait François. Ouais, c'est ça, un effet de bord aussi non négligeable et l'attaque via React dont tu parlais est un symptôme, mais c'est que ça crée des angles morts monstrueux qui permettent de faire des supply chain attaques qui sont effrayantes. Dans le cas de Cube, moi il y a un truc que je vois, je donnerai pas de nom, mais il y a énormément de projets de software qui sont packagés pour être installés dans Cube et qui mettent des cluster roles. Donc c'est dans le airbag de Cube, le truc qui permet de définir des droits d'accès aux autres sources et qui n'est pas restreint par namespace. Ils mettent des cluster roles qui sont effrayantes. Il y a énormément de logiciels qui n'ont pas besoin d'être administrateurs sur le cluster, que je vois demander les accès en list get watch à tous les secrets du cluster. C'est-à-dire que si moi j'arrive à pirater n'importe quel éditeur qui fait ça, je fais une release
tous les mecs qui l'installent, j'ai la main sur leur cluster, je peux me générer des accès, je fais ce que je veux. Et personne ne lit ces permissions-là quand il les installe. C'est vraiment effrayant de ce côté-là. Bah, c'est vrai que on est dans un milieu où, tu vois, on parlait des stacks web qui ont eu quand même pas mal d'attaques, alors même carrément au niveau des installations des packs NPM, dans l'historique proche, on a eu pas mal de cas de vecteurs comme ça. Et c'est vrai que si on est honnête, on prend des projets même pas si compliqués que ça, on arrive à des centaines de milliers de dépendances dans le coup de NPM. C'est pas la faute de NPM, hein, je veux surtout pas charger sur leur dos, mais c'est devenu quelque chose de standard, d'acceptable. Et alors pareil, peut-être que je vieillis, mais je veux dire le côté de pouvoir faire la liste de qui je dépends, de qui, qu'est-ce que j'utilise pour savoir un peu où sont ces fameux angles morts. Ça, c'est quelque chose qui est plus du tout dans le giron, où on se dit, bon, c'est pas grave, on bâtit sur des briques existantes. Et j'avoue que je plaide aussi coupable d'un point de vue enseignement. J'ai été le premier à enseigner les phrases suivantes en disant, ne refaites pas quelque chose qui existe, vous frappez, vous packagez. Et il semblerait que finalement, cette approche-là a été largement suivie, parce que c'est ce qu'on a maintenant sur des frameworks web, mais avec un jusqu'au boutiste qui nous montre que finalement, on n'avait pas forcément raison sur tout. C'est trop. C'est parce qu'on ne les voit pas. Je me souviens, à mon époque, quand on faisait des Java, tu allais chercher chaque bibliothèque de laquelle tu dépendais sur le site web. Tu te baladais sur Apache Commons et tu récupérais toutes tes bibliothèques et les dépendances de tes bibliothèques. Et tu allais une par une. Et quand tu voulais mettre à jour, tu allais à nouveau sur le site, tu les récupérais. Et petit à petit, Ant, Maven, on a commencé à pouvoir faire ça de façon automatique, mais on ne les voit plus. Et au moment où tu ne les vois plus, tu écris tes 3 dépendances sur ton fichier, tu ne sais pas si derrière il va te ramener 3 ou 300 ou 3000. Oui. Et surtout avec un réseau Internet rapide, c'est quelques secondes de plus d'attente. Et il y a quelque part, on a caché la complexité, on a mis un petit mouchoir sur ce côté-là, c'est devenu acceptable parce que c'est facile. Et je suis le premier à avoir kiffé le moment où j'ai pu faire avec une petite commande, allez, on va récupérer toutes ces dépendances-là et j'oublie, mais passer de demi-journée à mettre à jour les dépendances de mon app. Oui, Donc, quelque part, c'est ça, ça a été tellement facilité que, Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on est une industrie qui s'est beaucoup standardisée. Et c'est top, hein, je veux dire, je suis le premier à pas regretter d'aller chercher mes jars à la main. C'était clairement pas un moment où je me sentais mis en avant en tant qu'ingénieur. Donc non, c'est très très bien qu'on ait standardisé ces repos, les endroits où on peut publier des choses et que les gens communiquent et qu'il y ait tout un tas de projets qui échangent des briques de base. C'est top, mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Alors, pour des exemples joués, c'est pas forcément un très gros problème. Pour certaines applications, ça commence à l'être. Et si on parle maintenant de souveraineté numérique et ou de cas d'application, donc nous, dans notre cas, pour aider à gérer des réseaux publics, ça pose quand même d'autres questions. Parce que là, tout d'un coup, les 2 devs qui étaient là il y a 10 ans, mais qui sont plus là, qui ont fait le package dans lequel je dépends, ça pose quand même pas mal de questions sur la soutenabilité de mon logiciel dans le futur. Donc, il faudrait qu'on cartographie, qu'on enseigne un peu plus ça en disant il y a plus de choses qu'avant, c'est top. Apprenez beaucoup plus à savoir qui fait quoi. Parce que vraiment, c'est plus important qu'avant. C'est pour ça qu'il faut outiller sa toolchain. Par exemple, nous, en Rust, on a des outils comme Cargo Audit. Moi, à chaque fois que je fais un nouveau déploiement sur la CI, il y a le Cargo Audit qui se lance et qui me dit toutes les crates qui sont dépréciées. Genre l'autre jour, il y a une personne qui a fait un burn-out mental. Il en avait marre de gérer une crate. Et du coup, il a arrêté complètement de mettre à jour la crate et il a dit, débrouillez-vous, je vous laisse la souveraineté du truc. Du coup, ça veut dire que n'importe qui peut récupérer le projet et commencer à faire du supply chain sur le truc. Et ça, directement, c'est arrivé dans ma boîte mail. Et puis, on a dégagé la dépendance. Mais ça, c'est tous les langages sont ça, NPM, un NPM audit, que te montre les dépréciés. Le problème, c'est que si tu as un projet ou si tu dois t'installer un projet open source, ton NPM audit, il te dit il y a 47 dépendances dépréciées dans ton projet. Dans la plupart des cas,
tu vas pas Ça pouvoir dépend ce faire que fait ton grand-chose. projet. Oui, Si c'est un c'est projet qui est, entre guillemets, ton side project que tu fais tourner le week-end, bon, oui, il y a des appréciés, c'est pas grave. Si tu commences à faire des choses industrielles et que tu as plein de dépendances qui sont plus maintenues depuis 10 ans et qui peuvent avoir des failles de sécurité, tu prends un risque quand même. ça, Quoi. c'est toi qui es consciencieux, mon ami. Je sais pas, quand Justement. tu construis un pont, tu prends pas des clous rouillés, tu prends des clous qui tiennent la route. Et puis tu t'intéresses à la composition de l'acier des clous aussi. Également. Mais si tu es le sous-traitant que l'on dit, non, mais là, il faut que le pont sorte en 3 jours et Ça après, tu s'appelle vas l'Italie construire et ça s'est très mal passé. le pont suivant, c'est aussi ça. Et simplement aussi la complexité. Aujourd'hui, je te parlais de mon histoire des étudiants auxquels j'essaie d'apprendre à faire des fronts, mais je pourrais parler de plein d'autres cas aujourd'hui. En plus, j'adore l'LLM, mais ça fait que beaucoup de monde, niveau connaissance, il reste plus en surface. Ça veut dire que ce type de considération, on parlait d'industrialisation, peut-être un syndrome bon de l'industrialisation de notre industrie serait qu'on se centre plus dans ces considérations de fond, de comment tu fais pour que ton appli soit maintenable, comment tu fais pour t'assurer que tes dépendances, processus plus que comment tu fais pour coder tes lignes de code. Peut-être l'industrialisation passe aussi pour plus sur des bonnes pratiques, des bonnes façons de faire, des pratiques plus industrielles, étant donné que l'écriture des codes semble prendre moins d'importance. Ouais. Et pourquoi la métallurgie, elle a mis 20 ans à s'industrialiser et nous, en 60 ans, on n'a pas réussi à s'industrialiser? Il y a quand même un truc derrière qui fait que... Alors, il y a le fait qu'on peut refaire, qui est un des éléments qui fait que ça change. Mais pour pousser le message, c'est bien que tu fasses le parallèle, Yannick, parce que c'est là où je voulais arriver. En fait, je pense, sans remettre en question nécessairement l'intégralité de la liberté qu'on a d'expérimenter et de faire des choses, je pense que quand on décide d'aller quelque part et de commencer une V1 d'un produit et de se dire bon on y va, faut que le truc soit bien, et ben on peut commencer à s'inspirer des autres industries. Il y a la manufacture d'un côté, mais il y a aussi il y a plein de sources d'inspiration qui sont exceptionnelles. Je voyais, on disait tout à l'heure, tous les systèmes n'ont pas besoin d'être online tout le temps et très résistants. C'est vrai, il y en a certains où ça doit être le cas. Et pour ça, moi je bosse un peu là-dessus sur la partie compute virtualisation chez nous, où globalement tout est basé sur la virtualisation. Donc commander une VM est un événement qui ne doit jamais échouer chez nous. C'est inacceptable parce que c'est le cœur de notre côté dynamique et de notre capacité à repartir. Et j'ai découvert des trucs super intéressants du côté du nucléaire sur la résilience et notamment un mot d'ordre qu'ils ont qui est redondance et diversification. En fait, pour être sûr que ça marche et pour battre les stats et la loi de Murphy, non seulement quand ils ont une fonction à opérer, ils la redondent avec un autre système, mais en plus, ils changent la nature profonde du système qui effectue la redondance. Et après, à plusieurs étages, suivant ce qu'on veut faire. Et ça, je trouve que moi, ça a été une piste assez intéressante pour me dire, en fait, les systèmes de failover ou de backup ou de si ça marche pas, on peut descendre à des choses plus simples et qui sont différentes. Par exemple, un des trucs qui m'a énormément inspiré, c'est que si le refroidissement primaire d'une centrale foire, il y a un refroidissement secondaire, un système qui prend de l'eau ailleurs, parce que si la grille est bouchée d'aspiration d'eau, en fait on va la chercher ailleurs. Et puis le troisième, il n'y a plus besoin de pompe. En fait, c'est dans un réservoir qui est en hauteur et c'est la gravité qui fait le boulot. Et de là à ce que la gravité foire, normalement, on a de la marge. Ça se passe à peu près bien. Il y a des aspirations semblables dans l'aéronautique, par exemple, dans les systèmes critiques des avions. Effectivement, mais c'est... Voilà, c'est des choses que je pense que si on veut que ça devienne une industrie vraiment, il faudrait qu'on se pèse collectivement sur ça. Justement, c'est l'endroit qui est le plus industrialisé de notre profession. Oui. L'avionique utilise des langages de programmation en temps réel
Et du coup, l'APL, c'est pour ceux qui connaissent, ces langages-là, ils ont commencé il y a 60 ans, ils sont toujours là et ils tournent toujours. Ouais. Et c'est vrai que par contre, c'est là où on en revient à un bout de la discussion de tout à l'heure, c'était la standardisation, c'est bien, mais là, la résilience, en tout cas ce dont on parle dans les autres industries, elle vient exactement, certes, une standardisation, mais diversification quand même, et en particulier au moment de l'architecture. Chose qu'on fait assez peu en informatique, puisque nous, en général, on fait plutôt l'inverse, on fait de la standardisation à outrance, et si on a un cluster qui est bien homogène, on est content, ce qui fait que quand on va avoir une montée en charge, on est à peu près sûr que tous les hosts vont réagir pareil. Avec un peu de chance, le load balancer va bien faire en sorte qu'à la même milliseconde, les 3 ou 4 ou 5 qui sont en failover vont tomber en même temps. On a effectivement beaucoup de choses à apprendre des autres industries, de se dire ces choses-là qui ont été faites parce qu'à l'époque on pouvait pas refaire et que redémarrer un système industriel, surtout comme une centrale, c'était bien sûr bien trop coûteux. Là où nous on s'est permis de le faire et qu'on ferait peut-être bien dans les systèmes logiciels d'apprendre ça aussi, quoi. Mais ça veut quelque part dire qu'il faut qu'on accepte d'avoir plusieurs façons de faire entre la plus simple et la plus compliquée. Donc on revient au tout début de la discussion en disant s'il n'y a qu'une seule et si j'ai que la bonne DB ou les marteaux rouges, le marteau rouge, ce sera probablement pas suffisant. Donc il faudra au moins un vert et un bleu, ce serait bien. Et même peut-être une masse, des fois qu'il faut taper un peu plus fort. Voilà. Et un tournevis de précision. On était parti sur une petite digression et on a fait tout un épisode de Massy, comme quoi je vous avais prévenu, c'est des sujets qui passionnent. Je pense qu'on peut arrêter là pour aujourd'hui. Et l'épisode précédent, j'avais demandé à François une musique de fan. Maintenant, Panda, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu veux mettre dans les oreilles de nos auditeurs pour ces fins d'épisode? Moi, il y a un truc que j'écoute pas mal. C'est un artiste qui s'appelle Makoto-san, qu'on a eu la chance de voir en live au Jeudi du Port à Brest, puisqu'il y a une partie de l'équipe de Clever qui est basée à Brest. Et c'est de l'électro, un peu sympa, avec des rythmes différents. Par exemple, Guadoir, G-U-A-D-U-A. Ok, tu vas me mettre ça par écrit, tu m'envoies un petit message comme ça, je le copie dans les liens. Et... Cool. Et avec ça, merci encore François d'avoir été là. J'ai passé un super moment. Merci Yannick, merci Panda. J'espère que vous avez tous aimé autant que moi cet épisode. Et merci à nos auditeurs d'être là. À très bientôt. Merci, salut. Bonne journée.